Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants de cet endroit que nous appelons l'univers. Des projectiles semblables à des poteaux téléphoniques surgissent de l'espace extérieur et anéantissent des cibles terrestres. Ce serait idéal pour détruire les bunkers. De puissants lasers détruisent les ennemis dans toutes les directions. Vous serez supprimé au moment même où vous verrez l'ennemi tirer sur vous. Les missiles se déplacent quasiment à la vitesse de la lumière et provoquent d'immenses déflagrations sans avoir besoin d'explosifs. Il devient possible de frapper des cibles avec l'énergie d'une bombe atomique sans produire aucune radiation. Et les pilotes de l'espace mènent une guerre sans merci, mais très différente de ce que nous connaissons. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit des futures guerres spatiales qui éclateront dans l'univers. Projetons-nous dans un siècle. La frontière de l'infini est devenue le dernier champ de bataille. Une colonie de rebelles basée sur la Lune a déjà attaqué les colonies voisines. Un vaisseau spatial est parti de la Terre pour prendre position après l'échec des négociations. Quand tout le monde naviguera dans le système solaire, et peut-être même parmi les étoiles, il y aura forcément des désaccords. L'éventualité qu'éclatent des conflits est aussi importante qu'elle l'a été dans l'histoire de l'humanité. Avant que la colonie rebelle ne détruise d'autres vies innocentes, le vaisseau spatial lance un projectile d'une puissance inimaginable. Une bombe d'antimatière. L'antimatière est la même chose que la matière normale, mais les charges atomiques sont opposées. À la place d'électrons négatifs et de protons positifs, l'antimatière possède des électrons positifs et des protons négatifs. Quand la matière et l'antimatière entrent en contact, elles se détruisent instantanément et libèrent une quantité phénoménale d'énergie. Quand l'antimatière entre en collision avec la matière, toute la masse est convertie en énergie d'une efficacité de 100%. C'est beaucoup de puissance pour une mise minime. Même les armes nucléaires ne sont efficaces qu'à 1%. Quant aux armes chimiques, leur efficacité est infime. L'ogive d'une bombe à matière normale explose en entrant simplement en contact avec l'antimatière qui est à l'intérieur. La bombe antimatière, filant vers la colonie rebelle, est une masse d'antimatière entourée d'un champ électromagnétique. Juste avant l'impact, le champ magnétique est interrompu. On n'a même pas besoin de fusée. On a juste besoin que l'antimatière atteigne l'objectif désigné et le frappe. Ensuite, toute cette énergie est convertie et l'énergie de l'objet frappé provoque une énorme explosion. D'autres vaisseaux en orbite autour de la Terre visent de petits avant-postes isolés, alliés à la colonie ennemie avec de puissantes armes laser. L'avantage de l'arme laser, c'est que le rayon laser se déplace à la vitesse de la lumière. Il peut donc parcourir de grandes distances en très peu de temps et anéantir l'ennemi avant que celui-ci comprenne ce qui se passe. La lumière se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Il faudra à peine plus d'une seconde aux futures armes laser, en orbite autour de la Terre, pour toucher leur cible sur la Lune, située à 384 000 km. Mais dans un siècle, les simples projectiles n'auront pas pour autant disparu des champs de bataille. Ils infligeront des dommages à l'ennemi en utilisant ce qu'on appelle l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, pour détruire leur cible. Si on accélère une masse jusqu'à une fraction importante de la vitesse de la lumière, on n'a même pas besoin d'ogive. La simple énergie cinétique liée au déplacement de l'objet aurait une incroyable puissance destructrice.
Comme un astéroïde frappant une planète, plus un objet est lourd, sa masse, plus il va vite, sa vitesse, plus il a d'énergie cinétique. Mais la vitesse dispose d'un avantage sur la masse dans l'équation de l'énergie cinétique. En effet, la masse est multipliée par le carré de la vitesse. Un objet qui se déplace 2 fois plus vite qu'un autre possède 4 fois plus d'énergie cinétique à masse égale. Donc, quand on projette un objet à très grande vitesse, il possède une grande énergie cinétique. Les différences d'énergie cinétique sont faciles à observer. Il suffit de frapper une cible avec 2 projectiles de même type, mais se déplaçant à des vitesses différentes. Cet expert en arme à feu va tirer 2 balles de plomb identiques. La première va être tirée avec ce revolver à canon lisse, la seconde avec ce fusil à canon lisse. Il y a un canon plus long et une charge de poudre plus importante. La balle va donc se déplacer beaucoup plus vite. Voyons cela. Tout d'abord, le revolver tire vers la cible à une vitesse relativement lente. Maintenant, le fusil tire une balle de même taille, à grande vitesse. On peut voir à l'envers de la cible les dégâts causés par le revolver. Maintenant, regardez ce qu'a fait le fusil. Énergie cinétique plus grande, dégâts plus importants. Là-haut, dans le vide intersidéral, aucune atmosphère ne vient ralentir les objets. Un autre vaisseau en orbite autour de la Terre lance donc un projectile de la taille d'un poteau téléphonique fait d'un métal très dense sur le QG souterrain de la colonie rebelle. On l'appelle The Rod from God, le bâton venu de Dieu. Une fusée le lance pendant une courte durée, puis l'accélération gravitationnelle conduit le projectile non explosif à atteindre une vitesse dépassant 16 000 km/h au moment de l'impact. Comme nous sommes capables d'envoyer des objets de plus en plus lourds à des vitesses de plus en plus grandes, il commence à devenir possible de frapper des objectifs avec l'énergie d'une bombe atomique sans avoir à utiliser aucune sorte de radiation. La perche de métal lourd pénètre les couches de roches lunaires avant de détruire le QG souterrain. L'énergie cinétique seule, sans explosif, a ravagé la zone et créé un immense cratère, comme l'aurait fait un astéroïde. Mais quelles que soient les avancées dans le domaine des armes spatiales, l'un des principes de base de la guerre et de la technologie restera toujours valable. Je pense que c'est un caractère inévitable de la nature et de l'histoire humaine. L'invention d'une arme et son utilisation entraînent toujours une riposte, un moyen de la vaincre ou l'invention d'une autre plus performante. On verra donc toujours proliférer les armes, aussi loin qu'on se transporte dans le futur. Une fantastique riposte contre les armes à énergie dirigée, comme le laser, serait un dispositif de dissimulation, comme on en voit dans de nombreuses séries de science-fiction, comme Star Trek. Si l'on peut rendre un vaisseau invisible, alors l'énergie électromagnétique ne fait que la traverser. Mais la technologie qui rendrait un vaisseau spatial invisible et la puissance nécessaire pour créer des lasers capables de détruire des cibles importantes, très éloignées, sont bien au-delà de nos capacités actuelles. Aujourd'hui, aucune arme offensive n'est stationnée dans l'espace. Mais une guerre pourrait bien éclater là-haut au cours de la prochaine décennie, ou un peu plus tard. La future guerre spatiale pourrait sembler différente au premier abord. Je pense qu'il y aura des systèmes satellites et anti-satellites, des missiles et des satellites, mais aucun système habité par l'homme. Et pourquoi les satellites et les armes capables de les détruire seront-ils au cœur de la première guerre spatiale? Parce que les satellites jouent déjà un rôle essentiel sur Terre. Les États-Unis en particulier sont très dépendants de l'espace. L'armée ne pourrait opérer comme elle le fait à l'heure actuelle sans les satellites. Ils sont utilisés pour la communication, la navigation, le renseignement, qu'il s'agit d'images ou de signaux. Beaucoup de choses sont faites par les satellites. Même les manœuvres au sol nécessitent d'avoir un positionnement très précis par GPS. Depuis 2007, la Chine et les États-Unis ont prouvé qu'ils étaient capables de détruire des satellites en orbite basse à l'aide de missiles.
Chaque pays a ainsi éliminé un de ses satellites. Ce n'est pas chose aisée, car les satellites traversent le ciel à plusieurs centaines de kilomètres de hauteur et à une vitesse de près de 30 000 km/h. Sans ordinateur super rapide, ce ne serait même pas la peine d'essayer. Frapper un satellite dans l'espace avec un missile, c'est comme au tennis. Essayer de toucher la balle de service de l'adversaire avec la sienne. Les chances que quelqu'un vise et évalue le temps avec suffisamment de précision pour que sa balle percute l'autre sont quasiment nulles. Mais pour un missile moderne, avec un système de traçage performant, ce n'est pas aussi difficile que cela. Les capteurs et les systèmes de traçage du missile sont en mesure d'évaluer en permanence le lieu et le moment où la cible sera touchée et de pouvoir opérer les corrections nécessaires en une fraction de seconde. Imaginez que cette petite balle de tennis utilise la même technologie, elle pourrait revoir sa trajectoire des centaines de fois pour être sûre de frapper l'autre. Et une fois qu'un missile intercepte un satellite, il n'est pas indispensable d'avoir une grosse explosion. Beaucoup de missiles anti-satellites sont conçus pour atteindre leur cible sans explosifs. Les matériaux de l'espace sont conçus pour être plutôt légers. Cela coûte très cher de placer des objets en orbite. Il faut une centaine de litres de carburant pour en envoyer une en orbite. On cherche donc à fabriquer des objets les plus légers possibles, mais il est beaucoup plus facile de les mettre hors d'état. Et sur Terre, les effets d'une guerre spatiale tous azimuts dans la prochaine décennie pourraient être importants. Si les pays commençaient à détruire les satellites de leurs voisins, les problèmes s'étendraient rapidement et les armées connaîtraient de vraies difficultés à poursuivre le conflit. De nos jours, la société mondialisée est complètement dépendante de l'espace. Si nous perdions nos satellites, pas uniquement les satellites militaires, mais les commerciaux et les privés, que deviendrait notre vie quotidienne? Brusquement, les distributeurs de billets ne marcheraient plus, ni les téléphones portables. On ne pourrait plus payer à la station-service. Les transactions internationales qui passent par le GPS seraient brusquement interrompues. Le monde entier marcherait au ralenti. Et si une guerre spatiale finissait par échapper à tout contrôle, les missiles pourraient transporter des ogives nucléaires dans l'espace pour anéantir à coup sûr des cibles importantes dans une grande explosion. Mais nul ne sait à quoi pourrait ressembler une explosion nucléaire dans l'espace et à quel point elle pourrait être destructrice sur Terre. Il y a une arme de notre arsenal actuel qui pourrait être utilisée pour anéantir certaines cibles dans les futures grandes guerres spatiales. La bombe atomique. Mais ceux qui ont assisté à des explosions nucléaires sur Terre auraient du mal à les reconnaître dans l'espace. Ce qui est effrayant à propos d'une arme nucléaire explosant dans l'espace, c'est qu'elle ne ressemble en aucune manière à ce qu'on attend. Sur Terre, on voit le fameux nuage en forme de champignon. Mais dans l'espace, comme il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de nuage. À la place, on a une bulle de radiation en expansion. Un seul éclair de lumière, comme une étoile, une petite supernova, très rapide. Dans les premières nanosecondes, des rayons gamma à haute énergie explosent dans toutes les directions, accompagnés d'un flash de lumière, suivi d'un nuage de radiation en expansion. L'onde de choc qui déchire les bâtiments sur Terre n'existe pas ici, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère dans l'espace. Mais la sphère de rayonnement s'étend beaucoup plus vite et plus loin. C'est un peu comme la plupart des balles, mais là, ce sont les particules des radiations qui sortent et vont se déplacer sur de longues distances. Des rayons gamma, des neutrons, ils vont pénétrer les satellites, certains vont exploser en les traversant, d'autres frapper les équipements électroniques et causer d'immenses dégâts. Avec une bombe nucléaire de taille moyenne, n'importe quel satellite est détruit dans un rayon de 80 km. Mais une explosion atomique dans l'espace ne détruirait pas simplement des équipements. Les astronautes qui traverseraient les débris d'une arme nucléaire ayant explosé dans l'espace seraient sujets à des niveaux extrêmes de radiation. Il y a en particulier des rayons gamma issus de déchets radioactifs qui